En janvier 97, la première diffusion des 4 saisons de Bonne Nuit les Petits s'est terminée, même si la série a continué à être rediffusée jusqu'en 2006. Mais en 2010, Alain Ladure, qui était l'un de nos producteurs, nous commande une 5e saison, en faisant varier l'animation avec un nouveau système pour animer les pantins, un décor à l'ancienne et carton dur, derrière lequel devraient évoluer les acteurs, qui animeraient les marionnettes avec de longues perches. Avec ce système, ils étaient invisibles à la caméra et gardaient une meilleure prise sur les pantins. Pour moi, ça relevait plus du choix artistique que du choix pratique. Et d'ailleurs, ça en a agacé plus d'un qu'on change nos méthodes déjà bien rodées. Mais bon, on est encore loin du cœur du problème. Bref, comme dit au-dessus, on a embauché les teneurs de bâton, ou du moins on s'emprêtait à le faire, quand on a reçu une décision de la production concernant le recrutement. Pour Pimprenel et Nicolas, on travaillerait avec 2 de ses neveux, des gamins. On n'a pas été trop surpris sur le coup. L'audiovisuel, comme tous les milieux, fonctionne au pistonnage. J'étais ceci dit un peu perplexe par rapport aux conditions de travail spécifiques des gosses, mais personne n'était très regardant sur le tournage. On avait surtout envie de toucher notre cachet et mettre les bouts. Quand j'y repense, on aurait vraiment dû se méfier un peu plus. On a trouvé en peu de temps un marionnettiste pour Nounours. Un type du nom de Grégory Goudot. De là, les choses se sont enchaînées plutôt vite. Et en tant qu'opérateur, j'ai commencé le tournage du premier épisode avec les gamins et ce Nounours. Bien sûr, c'était loin d'être parfait, essentiellement parce que les séquences traînaient en longueur avec l'inexpérience des gosses, qui manipulaient leurs marionnettes avec une maladresse atroce. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que nous, l'équipe de tournage, on ne voyait pas les marionnettistes pendant les prises. Les décors les cachaient à nos yeux, et surtout à l'objectif. C'est en enchaînant les épisodes que j'ai pu remarquer que pendant les pauses, les enfants devenaient de plus en plus pâles et nerveux. Ouais, c'est ça, à bout de nerfs, littéralement, comme dégoûtés. C'était une des stagiaires en audiovisuel qu'on avait mise à la prise de son, qui la première m'a mis sur la voie de ceux qui se tramaient. En faisant des raccords son derrière les décors pour vérifier si elle ne pouvait pas mieux recueillir l'audio en se plaçant derrière, elle avait fini par remarquer quelque chose. Entre les prises, les gamins lâchaient des bruits étranges tout bas. Le Goudot, lui, n'était pas en reste de grondement lubrique, à ce qu'il paraît. Enfin bref, vous voyez le truc. Cette stagiaire en a parlé à Alain et moi, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et effectivement, Alain la virait. Moi je n'ai rien dit, comprenez-moi. Je n'avais que ce travail, pas d'autre source de revenus. Un fils à nourrir. Je vous dégoûte, hein. Je me dégoûte aussi. Parfois je me dis que j'ai tenu ma langue pour mon fils, mais d'autres fois, je l'imagine à la place de ces gosses, et je m'en veux encore plus. Les épisodes ont suivi leur cours, et j'ai commencé à noter les trucs malsains qui avaient lieu sous nos yeux, sans que tout le monde les remarque. Par exemple, les enfants disparaissaient systématiquement entre les scènes pour se rendre dans l'une des nos rares loges réservées au stock des accessoires. Dans le même temps, Grégory s'éclipsait lui aussi, et le costume de Nounours avec. Au début, je pense que personne n'y faisait attention. Grégory justifiait ça par une pseudo-pause clope. Et les gosses, la plupart des travailleurs sur le plateau couraient tout le temps dans tous les sens alors. Et vers la fin, on s'est retrouvés moins nombreux. Beaucoup de licenciements avaient été effectués. Avec du recul, je pense que beaucoup avaient effleuré la brouille, parce que Grégory ne sentait jamais la cigarette. Et plus le temps passait, plus les neveux du patron faisaient peine à voir. Ceux qui savaient et sont restés comme moi ont préféré se taire. Quand on est arrivé à 2 épisodes de boucler ce tournage nauséabond, les choses sont corsées. On a retrouvé le corps d'Alain, pendu dans son bureau de producteur. Il avait dû faire ça dans la nuit, en y restant après le départ de l'équipe. À partir de là, on n'a plus revu les gosses. En faisant mes recherches, j'ai appris que Grégory avait demandé un internement en hôpital psychiatrique. Et j'en viens à ce qui m'a fait demander cet enregistrement. Plus que la confidence d'avoir surpris des attouchements pédophiles et de n'avoir rien fait de concret, j'aimerais parler du lendemain de la mort d'Alain,
tout ça, c'est vraiment lourd à porter. Et avec le temps, c'est de pire en pire. J'ai cherché à protéger mes intérêts personnels, à faire vivre ma famille. Aujourd'hui, elle m'a tourné le dos. À l'époque, les clauses de nos contrats étaient strictes, et la non-divulgation, ça plaisantait pas. Plus que risquer un procès et se faire virer, on ne se ferait jamais en rembaucher, parce que, dans notre milieu, ça tourne vite. J'ai brûlé les bobines de nos tournages, c'était moi. J'ai aussi fait disparaître les derniers effets d'Alain. Je le confesse aussi. Mais si j'ai brûlé tout ça, c'est pour ce que j'y ai trouvé. Son téléphone contenait plusieurs messages à l'intention de Grégory, du genre « loge accessoire 18h comme d'habitude », ou encore « film-les mieux que vendredi dernier, la qualité était naze ». En fouillant ce même téléphone, et je me souviens encore de l'horreur que j'ai ressentie, j'ai compris pourquoi Alain s'était pendu, pourquoi Grégory ne se supportait plus. Le fait qu'il se soit ensuite fait interner n'était qu'une sorte de suite logique. Parmi ce que j'ai détruit, il y avait aussi plusieurs lettres de coproducteurs anonymes. Et c'est du moins comme ça que les expéditeurs se présentaient. Apparemment, Alain devait des grosses sommes d'argent à des types vraiment louches, qui lui réclamaient toujours plus de contenu. En lisant des morceaux de brouillon du scénario, j'avais compris qu'Alain ne croyait pas un seul instant à une pseudo-nouvelle saison. C'était juste un plan fantôme, une couverture pour produire ce contenu. Grégory, lui, était loin d'être marionnettiste. En fait, il était caméraman. La preuve, c'est lui qui a filmé le véritable pédophile à toucher les enfants dans la fameuse loge, avec le téléphone d'Alain. Et en parlant d'Alain, ce tonton si tendre et si affectueux envers sa neveu, je n'aurais jamais cru le voir jouer un aussi bon nounours que dans cette même loge. Mais ces épisodes-là, j'espère qu'ils n'y auront pas rapporté un sou. L'histoire d'Alice est en réalité très triste. Gardez en mémoire que les contes de fées nous viennent d'une lointaine époque, et que la réalité en ce temps-là était tout autre, avec des valeurs extrêmement conservatrices. Alors, avoir une fille victime de schizophrénie était considéré comme une aberration, un crime. Les parents d'Alice avaient alors décidé de la laisser dans un asile, où elle était en permanence sous l'effet de médicaments, ce qui la rendait la plupart du temps une cible facile des employés de l'asile qui abusaient d'elle. Elle avait à peine 11 ans. Chacun des personnages et des objets de l'histoire ont à voir avec un désir ou une expérience d'Alice. Le trou, par lequel elle entre au pays des merveilles, est en fait une fenêtre de sa cellule, où elle a été emprisonnée tout au long de sa vie, pour laquelle elle voulait sortir et apprendre à connaître le monde à l'extérieur. Le lapin blanc, pour elle, représentait le temps. Ce temps qu'elle voulait voir accélérer, afin qu'elle puisse quitter cet endroit le plus vite possible. Ce temps qui s'écoulait normalement, mais qui semblait durer une éternité lorsqu'elle était seule dans sa cellule. Le chapelier fou était un autre patient de l'asile, son meilleur ami. Quelqu'un qui rendait son quotidien moins amer, celui avec qui elle fantasmait sur la vie à l'extérieur. Le garçon souffrait du syndrome bipolaire, ce qui correspond à la personnalité du chapelier dans l'histoire, qui était tantôt heureux, tantôt dépressif, tantôt calme, tantôt irrité. Le lièvre, compagnon du chapelier, était la fille qui partageait la chambre avec lui. Elle souffrait d'une profonde dépression, et chaque fois qu'Alice avait eu un contact avec elle, elle l'avait trouvée dans un état de terreur et de paranoïa. Le chat était un des infirmiers, à qui Alice faisait confiance, mais qui l'a finalement trompé et violé. Le sourire du chat, celui qui est si marqué, était en fait le sourire sombre que son agresseur arpentait chaque fois qu'il venait abuser d'elle, la laissant dans un coin de sa cellule, seule et blessée. La reine de cœur était la directrice de l'asile, une femme méchante et méprisable, qui ne ressentait pas une once de compassion pour les malades qu'elle soignait. Elle était en faveur de la thérapie de choc et de la lobotomie, et à plusieurs reprises avait ordonné aux agents de battre, de maîtriser et d'emprisonner les patients qui avaient un comportement qui la dérangeait. La reine blanche était sa mère, une femme noble et tendre, qui souffrait terriblement d'avoir dû abandonner sa fille dans un asile et de ne plus jamais la revoir.
Les vagues souvenirs qu'avait Alice de l'extérieur étaient les moments passés avec sa mère, et la raison pour laquelle elle savait que le monde extérieur était un meilleur endroit que celui dans lequel elle vivait était que sa mère l'y attendait, prête à la prendre dans ses bras pour prendre soin d'elle. Les cartes soldats n'étaient que le personnel de l'asile qui suivait les ordres jour après jour. La chenille bleue était en fait son thérapeute, celui qui lui fournissait des réponses à ses questions, avec qui elle avait des discussions pendant de longues heures. Les jumeaux étaient des jumeaux siamois, qui étaient aussi des patients de l'asile, bien qu'ils n'avaient aucun problème mentaux justifiant qu'ils soient enfermés. Leur effrayante apparence suffisait pour qu'ils soient enfermés. Le roi de cœur était le psychiatre de l'asile, quelqu'un avec complexe d'infériorité, qui était incapable de s'opposer aux ordres de la directrice. Le gâteau mange-moi et la potion bois-moi étaient en fait les médicaments qui lui étaient administrés, parfois si puissants qu'ils la faisaient avoir des hallucinations, comme avoir la taille d'un géant ou celle d'une fourmi. Tout cela avait été créé par l'imagination de la petite fille, comme une réalité alternative, une réalité moins douloureuse que celle dans laquelle elle vivait. Elle ne pouvait plus supporter cet endroit et tout ce qui lui arrivait. Alors elle avait décidé d'utiliser son imagination enfantine pour soulager la douleur et la souffrance. La grande sœur d'Alice était aussi une infirmière de l'hôpital, à laquelle la petite fille était très attachée. L'infirmière avait un journal intime et écrivait toutes les histoires qu'Alice avait créées dans son esprit. Chaque jour, l'infirmière allait dans la chambre de la fillette et écoutait ses aventures venues tout droit de son imagination, sans en manquer un seul mot. Malheureusement, Alice avait fait une tentative d'évasion, qui s'est soldée par un échec. La directrice, furieuse, avait ordonné aux employés de l'asile de battre la fillette et d'appliquer la thérapie par l'électrochoc, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Après la punition, Alice était devenue agressive et violente, au point où la directrice avait décidé que la seule issue possible pour elle était la lobotomie. Alice avait ensuite vécu plusieurs années dans un état végétatif. Elle n'avait plus jamais souri, ni même parlé, si bien que le personnel de l'asile en avait profité pour abuser d'elle de manière destructrice. Si bien qu'elle avait fini par succomber à des hémorragies internes provoquées par les viols violents et répétés. Sa sœur avait plus tard quitté l'asile, emportant son journal intime avec elle, et Alice avait été finalement immortalisée comme la fillette rêveuse, qui a vécu des aventures incroyables au pays des merveilles. Il y a environ 1 an, j'ai découvert un jeu appelé Fortnite. Au début, je n'ai pas compris. J'ai trouvé le jeu extrêmement ennuyeux. Sauter hors de l'avion, chercher des armes et du matériel, et essayer de rester en vie jusqu'à la fin. Même si je ne m'amusais pas beaucoup, je m'en tenais à ça parce que d'autres l'aimaient, alors je devrais l'aimer aussi, non? Après quelques jours de jeu, j'étais devenu accro. Chaque jour, je passais de plus en plus de temps à jouer. Quand je ne jouais pas, je regardais les autres jouer à Fortnite sur YouTube. Le jeu a pris ma vie et mon compte en banque. Oui, je dépensais tout ce que j'avais sur mon compte, et j'ai utilisé mes cartes de crédit. Pourtant, le jeu est gratuit, me direz-vous. C'est vrai, pour jouer au jeu c'est gratuit, mais vous voudrez les bonus, les skins, armes, les pioches, les emotes, etc. Et vous dépenserez plus d'argent que vous n'auriez jamais dépensé. J'achetais tout, je dépensais des dollars que je n'avais pas sur ces articles numériques. Ils m'ont fait me sentir cool, et je ne me sentais pas cool dans la vraie vie. Donc, c'était un changement bienvenu. J'étais le chef d'une guilde fortifiée comptant plus de 100 membres, et j'ai été traité avec respect, ce que je n'avais pas dans la vie réelle. J'ai finalement abandonné mes études et quitté mon emploi à temps partiel pour me donner à 100% à Fortnite. Le monde réel a cessé d'exister, du moins dans mon esprit. Un joueur nommé Dr Gruesome 666 est devenu membre de ma guilde, The Masons. Nous avons commencé à jouer en duo ensemble tous les jours. DJ, comme je l'ai appelé pour faire court, était un garçon étrange, mais un joueur d'élite. Alors, j'ai regardé au-delà des choses étranges. Il y avait des moments où il ne bavardait pas du tout, ou respirait difficilement. Quand il parlait, j'avais l'impression qu'il utilisait l'un de ses filtres pour dissimuler sa voix. Comme je l'ai dit, il était étrange, mais il était un joueur extraordinaire, donc cela m'importait pas. Une nuit, environ 2 semaines après son arrivée, il a annoncé qu'il allait quitter la guilde. J'étais choqué, je ne voulais pas que cela se produise. Il nous avait aidé à gagner beaucoup de matchs et même quelques tournois. Je lui ai demandé sur quel jeu il migrait. Pour réponse, il m'a demandé si je connaissais le web profond.
le Darknet. Je lui ai dit que je savais ce que c'était, mais que je n'y étais jamais allé. Il m'a dit qu'il y avait un jeu Fortnite piraté qui se jouait sur la toile profonde. Cela s'appelait Lastrite. Je pensais immédiatement à de la foutaise, mais DJ ne plaisantait jamais sur rien. Il m'a dit que le jeu de base était le même, mais que le jeu était plus sombre et beaucoup plus macabre. La carte était identique, mais les sections étaient nommées différemment, et étaient plus sinistres sur le plan esthétique. Les noms des villes étaient très différentes, plus sombres, plus glauques. Je ne vais pas énumérer les endroits ici. L'eau dans le jeu était bien sûr du sang, selon DJ. Il a dit que les skins étaient très dérangeantes. Il a dit en avoir trouvé un qui allait parfaitement avec son nom, Dr Gruesome 666. Il a dit que le skin s'appelait l'avorteur, qu'il ressemblait à un zombie avec une blouse sanglante déchirée. La pioche était un énorme scalpel rouillé et sanglant avec des morceaux de sang qui coulaient dessus, et son dos était un fœtus avorté. Le planeur qui accompagnait le décor était un trio de bébés cousus comme un film, The Human Centipede, avec des effets sonores pleurants. Il a ajouté que son emote préféré était son personnage en train de se masturber jusqu'à l'éjaculation. Je ne pouvais pas y croire, et je lui ai dit que c'était que des conneries. Il s'est vraiment mis en colère, et m'a dit d'aller en enfer et de rester avec Fortnite. Bien sûr, je ne voulais pas être laissé pour compte, même à distance avec Fortnite. Alors, j'ai demandé comment avoir ce jeu. DJ a dit qu'il m'indiquerait comment télécharger le navigateur de Tor et mettre en place toute la sécurité dont j'avais besoin. Une fois installé, il m'enverrait le lien pour télécharger Lastrite. J'avais toujours eu une curiosité pour le web profond, mais j'étais trop trouillard pour y aller moi-même. J'ai écouté des dizaines d'histoires prétendument vraies sur le Darknet, et elles m'ont fait réfléchir à deux fois, même si j'étais à peu près sûr qu'elles étaient tous des conneries. J'ai tout mis en place, et je me suis plongé dans le Darknet. DJ m'a envoyé un lien qui n'était qu'un tas de chiffres. Quand j'ai cliqué dessus, il y a eu un écran noir avec un curseur clignotant au centre. J'ai pensé que j'avais mal entré l'adresse. Alors que je m'apprêtais à quitter la page, et j'ai vu « Bonjour » apparaître à l'emplacement du curseur. Et une zone de texte est apparue ci-dessous, et tout ce que je pensais taper était « Bonjour ». Dites ce que vous voulez est apparu immédiatement à l'écran. J'ai tapé aussitôt « Je suis désolé, je dois être sur le mauvais site. Je cherchais un jeu appelé Lastrite dont mon ami m'a parlé. » Et il y a eu aussitôt une réponse « Qui t'a envoyé ?» Cela devenait de plus en plus étrange. J'ai répondu « Un ami. » Prénom, m'a-t-il demandé. Dr Gruesome 666. J'ai attendu environ 20 secondes en pensant que ce n'était pas là où je devais être. Et j'ai eu une réponse « Préparez-vous à entrer. Bienvenue à Lastrite. » Maintenant, il y avait un petit couperet à viande qui filait et répandait le sang sur l'écran. Mon hypothèse était que la page suivante était en cours de chargement. Après environ 1 minute, l'écran était resté noir, mais le mot Lastrite en rouge est apparu dans une police qui ressemblait à des vaisseaux sanguins lancinants. J'ai mis la souris sur le titre et j'ai cliqué. Et j'ai remarqué qu'un téléchargement commençait immédiatement, appelé Fortnite.exe. C'était assez déconcertant que quelque chose se télécharge automatiquement. J'étais enclin à quitter, mais j'étais trop curieux. La taille du téléchargement était de 666 MO. Je dois admettre que voir ce nombre m'a donné la chair de poule. Toute cette situation commençait à me faire un peu peur. Après environ 5 minutes, le téléchargement était terminé et l'installation était automatique. Est-ce que ce truc bizarre n'était pas censé me demander si je voulais l'installer? Une fois l'installation terminée, j'ai reçu un message. Il disait « Mike, heureux de te voir. J'espère que tu n'as eu aucune difficulté. » Comment DJ m'avait-il envoyé un message? Je n'ai même pas enregistré ou choisi un nom. Jésus. Comment sait-il même mon vrai nom? Mike, je suis le propriétaire et l'architecte de Lastrite, et je tiens à te remercier d'être un si bon ami pour moi. Je vais concevoir un skin juste pour toi. Veux-tu un homme ou une femme? Je commençais à chier des briques à ce stade. Cependant, je lui ai répondu homme. Tu l'as, Mike. Un flux vidéo apparaît immédiatement. La qualité vidéo était très nette et claire, probablement du 1080p. Un rideau se retire et il y avait un homme nu, enchaîné par les bras et les jambes. Il semblait avoir un bâillon dans la bouche, et il respirait fort et transpirait comme un cochon. Ses yeux étaient grands ouverts et il était terrifié. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Que diable se passait-il? Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je regardais? Puis, une porte en métal s'ouvrait lentement derrière l'homme. C'était un homme en blouse blanche qui est apparu. La blouse était sanglante, et c'était une blouse qu'un médecin porterait. Il a fait signe à la caméra et est passé devant l'homme. Et il s'est adressé à moi. « Bonjour Mike Anderson,
Quel temps fait-il en Californie du Nord » m'a-t-il dit. « Que diable se passe-t-il? Qui est ce type? Comment savez-vous tout ça » ai-je répondu. Il m'a aussitôt répondu « Je suis le docteur Grissom, et je sais tout de toi, Mike. Tu es mon copain, pas vrai? Voici un cadeau spécial pour toi. Ce n'est pas tous les jours qu'un joueur peut concevoir son propre skin. Ce gars en sueur ici va jouer un rôle important pour y arriver. N'est-ce pas, Jeff ?» DJ frappe légèrement l'homme sur la joue à quelques reprises. Alors qu'il échevele l'homme, j'ai remarqué un sac à dos qui rebondissait derrière le dos de DJ. « Mike, regarde, je t'en ai parlé l'autre jour, m'a-t-il dit. » Il a tourné le doigt à la caméra et il semblait y avoir quelque chose de sanglant. Ensuite, je me suis souvenu de ce qu'il avait mentionné dans notre discussion plus tôt. Ça ne pouvait pas être vrai. Il a reculé vers la caméra pour que je puisse voir de plus près, et cela semblait vraiment être un fœtus. Était-ce réel? J'espérais que non, mais c'était assez convaincant. Il sautait de rire et essayait de faire bouger le fœtus. J'ai vomi dans la poubelle à côté de mon ordinateur. DJ a sorti ensuite le plus gros couteau que je n'ai jamais vu. Il l'a aiguisé avec une sorte de gros taille-crayon. Le cri métallique fit dresser tous les poils de mon corps. Des étincelles jaillirent partout comme un feu d'artifice. Quand il a eu fini, il a dit « Ça devrait le faire. Créer un nouveau skin pour nos joueurs nécessite un couteau bien aiguisé. Si vous faites quelque chose, faites-le correctement. » C'est ce que mon père disait. DJ s'approchait de l'homme qui se tortillait et entreprit de couper le haut du front à la racine des cheveux. Les yeux de Jeff commençaient à sortir de la tête alors que des ruisseaux écarlates coulaient sur son visage blanc pâle. Le bâillon était sorti de sa bouche et il poussait des hurlements de douleur alors que DJ lui enlevait la peau. Une fois que le visage fut décollé, DJ l'a placé sur son propre visage. Il a ensuite dit « Alors ça te plaît ?» L'homme sans visage a commencé à convulser et ses cris ont semblé complètement différents. Cela devenait un cauchemar, ça ne pouvait pas être réel. J'ai dit « J'appelle la police ». Il m'a répondu aussitôt « Mike, j'ai pensé qu'il était très possible que tu dises ça. Voici la situation, mon ami. Nous allons finir dans un instant avec notre ami Jeff. Cela signifie que j'aurai besoin d'un autre gars pour le prochain skin homme. J'ai localisé et envoyé certains de mes associés pour obtenir ma prochaine peau. En fait, vous connaissez ce gars. Il s'appelle Brad. » Mon estomac est tombé. Brad? C'était pas possible. Il m'a souri et m'a dit « En fait, c'est possible, Mike. Ton frère ne s'appelle-t-il pas Brad? Brad Anderson? Il vit au 555 Orleandar Drive, en Caroline du Nord. Il a un joli appartement avec sa petite amie et travaille du lundi au vendredi sur College Street, je pense. » Mon sang s'est glacé. Tout ce qu'il disait était vrai. C'était mon frère. J'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai commencé à composer son numéro. Un message vidéo de Brad est apparu sur mon écran. Mon frère avait du ruban adhésif sur la bouche et il avait été battu. Son œil gauche était enflé et son nez ensanglanté. Mon téléphone est tombé au sol et je me suis agenouillé. Je sanglotais et j'ai vomi une fois de plus. « Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je dis « Mike, tu peux envoyer un message à Brad pour moi » m'a répondu DJ. « Et que veux-tu que je dise ?»« Dis-lui au revoir » m'a-t-il dit en riant. Le flux vidéo est devenu statique. Vous pensez peut-être que cette histoire est un peu trop lourde pour avoir un quelconque lien avec le dessin animé innocent Peppa Pig. Mais l'épisode perdu de ce dessin animé révèle beaucoup de choses sur ce qui était vraiment dans l'esprit des créateurs. Tout le monde devrait savoir qu'avant de passer à l'antenne, les émissions passent par une véritable sélection de professionnels et de réalisateurs de la station, principalement pour éviter ce contenu à double sens ou quelque chose qui semble trop lourd pour être présenté aux enfants. Tout ce qui a trait à cette série pour enfants et à l'histoire macabre de la Chambre jaune a commencé dans l'idée originale de l'intrigue. Cette série était censée montrer comment les enfants devraient se comporter lorsqu'ils perdent un proche de leur famille. Montrer aux enfants comment traiter davantage de problèmes d'adultes a toujours été le souhait principal de ceux qui ont créé ce dessin animé. Et une telle pièce jaune était une forme conçue par les créateurs de Peppa Pig pour traiter la mort de personnages secondaires dans les dessins animés d'enfants. Ils voulaient traiter la pièce jaune comme une sorte de boucherie où les personnages mourraient puis se laisseraient dévorer par leurs propres camarades de classe. Une idée pour montrer que la vie est imparfaite et que la chaîne alimentaire doit être respectée. Dans l'épisode en question, Peppa perdrait son grand-père. Il serait le premier personnage à être tué dans l'histoire. La raison ? Les célébrations de fin d'année approchent et les personnages chargés de capturer les animaux seraient sur les lieux. Un ancien employé a raconté que l'épisode a choqué tout le monde sur un forum.
et selon lui, des enfants avaient eu accès à l'épisode pour tester les effets de ce contenu. L'épisode, le premier de la série, a commencé avec un ton sombre, mais avec une chanson très vivante. Peppa et ses parents allaient rendre visite à leurs grands-parents, et à leur arrivée sur les lieux, ils ont entamé la conversation sur les festivités de Thanksgiving. Le grand-père de Peppa était très préoccupé par la proximité de cette date. Il disait « J'ai perdu un ancien camarade de classe à l'université au cours de la dernière année », expliquant clairement que ce sont les anciens qui ont été choisis pour aller à la chambre jaune. Innocent, Peppa demande « Qu'est-ce que c'est que cette pièce jaune ?» Et elle a eu les réponses suivantes. L'endroit où nous irons tous un jour se reposer et donner de la joie à de nombreuses personnes. L'épisode atteint son apogée lorsque les humains apparaissent. Complètement inconnus et vêtus d'une tenue blanche portant de nombreuses marques rouges, les hommes étaient déjà sur place avec des couteaux dans les mains et devant le personnage principal. L'un d'eux a collé un couteau au cou du grand-père. Les vêtements sont devenus plus rouges encore avec le sang de la coupure. Peut-être par envie de ne pas avoir tué de cochon, l'autre humain choisit la grand-mère de Peppa, et une coupure en plein milieu du dos a donné une autre rivière de sang. Les parents de Peppa et elle se sont enfuis. La scène se passe dans une pièce jaune où vous pouvez voir les restes de porc coupés et traités pour être rôtis. Après une nouvelle coupure brutale, Peppa et ses parents sont déjà à la maison et lavent leurs vêtements avec les traces de sang de leurs proches. L'écran coupe pour la dernière fois et montre la table des humains complètement réunis avec les porcs rôtis dévorés sur la table. Un des humains rassemble le reste de la nourriture, se penche par la fenêtre de la pièce jaune et jette les restes de nourriture. La scène se répète pour Peppa et les membres de sa famille qui sont encore traumatisés par ce qui s'est passé. Quelqu'un frappe à la porte, c'est le livreur avec une boîte de pizza. Quand il ouvre la boîte, il rencontre les restes jetés par la fenêtre et les mange. Les enfants qui ont regardé cet épisode ont présenté des troubles mentaux, selon les psychologues. Les images ont été identifiées comme meurtre et cannibalisme. L'épisode devait être complètement exclu du système de radiodiffusion et d'autres professionnels ont été invités à écrire le format actuel du dessin animé. Alors comme ça, vous vous intéressez à cette affaire. Pourtant, tout le monde connaît cette histoire depuis bien des années. Je peux vous demander pourquoi vous voulez en reparler maintenant? C'est moi qui pose des questions, monsieur Geppetto. Vous devez répondre. C'est aussi simple que ça. Et si je refuse? En effet, rien ne vous oblige à répondre, mais si vous le faites, vous pourrez aider des gens qui sont probablement en danger. Bon. On va dire que j'ai envie de vous aider. Mais je ne raconterai rien de nouveau. Cette affaire, le monde entier la connaît. Même si personne ne m'a cru. Donc on va commencer par parler de votre jeunesse si vous le voulez bien. Vous avez été élevé par des personnes qui vous ont maltraité? Vous étiez le seul enfant de ce couple qui vous a adopté? Oui. Vous pouvez développer? Suis-je vraiment obligé de répondre à ces questions stupides qui n'ont rien à voir avec l'affaire? Si c'est pour faire pleurer les ménagères, ce n'est vraiment pas la peine de développer. Ce n'est pas pour faire pleurer, c'est juste que j'aimerais comprendre comment tout ceci est arrivé. Bon, alors oui. On ne peut pas dire que mes parents m'ont emmené à Disneyland. C'était corvée, école, punition. Vous n'aviez pas de frères et sœurs? Non, j'étais seul. Mon père m'avait adopté pour que je travaille avec lui. C'est la seule raison. Vous avez toujours été seul, d'après ce que l'on sait sur vous. Vous ne parliez à personne à l'école, toujours seul. Ouais. Les autres élèves ne m'approchaient pas. Ils avaient peur que le pauvre Geppetto leur refile des maladies. Parce que j'étais toujours sale et mal habillé. Et est-ce que vous avez essayé d'aller vers eux? D'essayer de leur parler? Non. Je pensais qu'ils allaient se moquer de moi. Donc je restais seul et je lisais des livres. C'est donc à ce moment que vous avez commencé à vous créer des amis imaginaires? Oui, j'en avais marre d'être seul. Un jour, j'ai volé une des poupées en porcelaine de ma mère. Je l'avais appelée Amy. J'ai passé des longues nuits à lui raconter mes misères. Ça me faisait du bien. Puis un jour, je commençais à travailler avec mon père. Il était menuisier. C'est lui qui m'a appris à travailler le bois. C'est à ce moment que j'ai commencé à créer ma nouvelle poupée, qui deviendrait mon amie. Sauf que votre père, voyant votre poupée, est devenu furieux et l'a détruit. Ouais.
et pendant de longues années, j'ai abandonné le projet. Vous avez rencontré Magdalena. Vous avez eu une longue relation avec elle? Magdalena, ouais. Je l'ai aimée plus que tout. Je lui ai tout donné. On allait avoir un enfant, mais ça s'est mal passé. Elle a perdu le bébé. Et finalement, elle a décidé de partir avec un autre homme, me laissant seule. C'est à ce moment que vous avez créé votre nouvelle poupée? Ouais, mais parlons plutôt de Pantin. Pendant des jours, des semaines, j'ai créé mon fils. Avec amour. J'ai tout fait pour le rendre beau. Le moindre petit détail était soigné. Mais quand j'ai eu fini, j'en ai pleuré tellement elle était magnifique. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? Dites-moi. Je lui ai confectionné des petits vêtements et je l'ai habillé. J'étais tellement ému en le regardant. Il était très beau. J'étais très fier de l'avoir créé. Mon fils en bois. Mais à cet instant, vous saviez que ce n'était qu'un pantin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais pour moi, c'était un être vivant. C'était le fils que je n'aurais jamais eu. J'ai entendu dire que vous l'emmeniez partout avec vous. Au magasin, à la banque, à votre travail. Ce n'est pas un peu particulier? C'était mon enfant, mon fils. Les premiers jours, quand je rentrais du travail, je le voyais seul sur le canapé. Et je me disais qu'il devait se sentir seul. J'ai donc simplement décidé de l'emmener partout avec moi. On était à deux. On se sentait bien mutuellement. Vous connaissez Monsieur Jiminy? Ouais, cette espèce d'ordure. Je le déteste. C'est un de mes collègues. Il a fait du mal à Pinocchio. Il s'est amusé à lui dessiner des choses obscènes sur le visage alors que j'étais parti aux toilettes. Comment avez-vous réagi en voyant cela? À votre avis, vous feriez quoi si votre collègue dessine des bites sur le visage de votre enfant? Je deviendrais furieux, j'imagine. Voilà, je suis devenu furieux. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui lui ai planté ce tournevis dans l'œil. C'est lui. C'est Pinocchio. Est-ce que vous l'avez vu faire? Non, il me l'a dit quand on est rentré. Il m'a dit qu'il avait fait ça car j'étais triste à cause de lui. Donc, Pinocchio était vivant selon vous? Ouais, mais il ne l'a pas toujours été en vrai. Cette nuit, je l'ai vue. Elle. Attendez, qui ça, elle? Une sorte de dame blanche. Elle était à côté de Pinocchio, et il lui murmurait des trucs à l'oreille. Et d'un coup, elle a disparu. Puis Pinocchio a commencé à bouger. Elle regardait ses bras, ses jambes, ses mains. Puis il m'a regardé et m'a souri, en me disant « Papa ». C'était le plus beau moment de ma vie. Mon fils était devenu vivant. Mes longues prières avaient été entendues. Vous savez qui est cette dame blanche que vous avez vue? Non, et je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a offert le plus magnifique cadeau que j'aurais pu avoir. D'accord. Donc, vous dites que Pinocchio est devenu vivant. Mais d'après mes recherches, vous avez dit que devant les gens, vous lui avez ordonné d'être une simple poupée de bois, pour ne pas que des gens mal intentionnés lui fassent du mal. C'est exact. Il m'a toujours obéi. Je vais revenir à Monsieur Jiminy. Il dit que c'est vous qui vous êtes emparé d'un tournevis et que vous lui avez planté dans l'œil, parce que vous étiez énervé lorsque vous avez découvert sa blague. Vous vouliez le tuer. Si j'aurais voulu le tuer, ce n'est pas dans l'œil que je lui aurais planté ce fichu tournevis, mais dans le crâne. Ce n'est pas moi qui ai blessé cet imbécile. C'est mon fils. Pourtant, il affirme le contraire. Vous pensez vraiment qu'il va vous dire qu'il s'est fait agresser par un pantin en bois? Il fait très attention à son image, ce con. Il ne veut pas être mal jugé. Bon, d'accord. Admettons que ce soit Pinocchio qui ait agressé votre collègue. Vous lui avez dit quoi à votre fils? Je l'ai réprimandé, bien entendu. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas planter un outil dans l'œil des gens. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit qu'il était désolé, que je ne méritais pas un garçon comme lui. Qu'il fallait qu'il devienne un vrai petit garçon. C'est à ce moment que vous avez eu cette idée en tête? L'idée d'avoir un vrai petit garçon? Non. Pinocchio était pour moi un vrai garçon. C'était mon fils, et il le sera toujours. C'est lui en revanche qui a eu cette idée en tête tout le temps. Comment le savez-vous? Parce que vous allez trouver ça curieux, mais... Oh, vous savez, je pense que maintenant plus rien ne m'étonnera. Je vais ignorer cette remarque. Donc je disais que je pouvais savoir quand il disait la vérité. Son nez s'agrandissait quand il mentait. Je ne sais vraiment pas comment tout cela était possible, mais
Quand elle disait quelque chose qui n'était pas vrai, je voyais son nez s'allonger. Et à force, il ne montait plus. De toute façon, je l'aurais vu. Donc, vous êtes en train de dire que votre fils est un pantin en bois vivant qui a planté un tournevis dans l'œil de quelqu'un et que son nez s'allonge s'il dit des mensonges? Oui. D'accord. Venons-en à la principale question du pourquoi je suis ici. Connaissiez-vous Elliot Milo? Monsieur Geppetto, pouvez-vous répondre? Oui. C'était le fils de mes voisins. Étiez-vous en mauvais termes avec les Milo? Non. Ils étaient très gentils, ne me prenaient pas pour un fou. Ils m'invitaient souvent à boire un café. Et Madame Milo m'apportait souvent des gâteaux qu'elle faisait elle-même. Et Elliot? Elliot était un petit gars sympathique, toujours souriant. Il aimait jouer avec Pinocchio. Parfois, je laissais emmener Pinocchio avec lui durant toute une après-midi, et Pinocchio me racontait comment ils s'étaient amusés ensemble. Bien sûr, les parents d'Elliot ne savaient pas que Pinocchio était bel et bien vivant. Et Elliot, il aimait votre fils? Bien sûr, qui n'aimerait pas Pinocchio? Le jour du drame, que s'était-il passé exactement? Parce que je trouve ça curieux que votre fils se mette à massacrer cet enfant. Monsieur Geppetto, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Il a simplement voulu que je sois fier de lui, et que je sois heureux. C'est ce qu'il m'a dit. Vous savez, Pinocchio n'est pas un mauvais garçon. Il est d'une incroyable gentillesse. Votre gentil garçon a quand même tué un enfant de plusieurs coups de hache, lui a tranché la tête et lui a découpé la peau du visage. Il voulait me faire plaisir. Il ne voulait pas faire du mal à ce gosse. Alors dites-moi pourquoi, du jour au lendemain, Pinocchio aurait fait une chose pareille, étant donné qu'il s'amusait bien avec lui encore la veille. On s'était disputé le matin du drame. Et pour la première fois, je lui ai dit que j'aurais aimé un vrai petit garçon. Mais je le pensais pas, je vous jure. C'était sous l'énervement. Il est sorti de la maison en colère et je ne l'ai pas revu avant le soir. Couvert de sang. Et avec un masque sur le visage. Le visage d'Elliot. Et il m'a dit qu'il était maintenant un vrai petit garçon et m'a demandé si j'étais fier de lui. Comment avez-vous réagi en entendant ça? J'ai essayé de pas paniquer. Je lui ai dit de s'asseoir et de m'expliquer ce qu'il avait fait. Il m'a raconté qu'il avait été chez Elliot. Il m'a dit qu'ils avaient été dans sa chambre et que c'est là qu'il lui avait planté la hache dans le dos. Puis il lui a tranché la tête. Il m'a dit ça comme ça. Puis il m'a dit qu'ils avaient découpé le visage d'Elliot pour le mettre à sa place. C'est tout. Il riait quand elle m'a raconté ça. Il était certain que je trouverais ça génial et que maintenant qu'il était un vrai petit garçon, nous pourrions aller nous balader à deux sans qu'il fasse semblant d'être un pantin. Il était fou de joie. Que lui avez-vous dit alors? J'imagine que ça ne devait pas être très facile. En effet. Je lui ai dit qu'avant de sortir montrer son visage à tout le monde, je devais aller voir les voisins juste pour leur dire merci. Je savais pas quoi dire, vous savez. Et je voulais voir de mes yeux ce qu'il avait fait. Parce que même avec le visage du gamin sur la tête, je n'arrivais pas à me dire qu'il venait de massacrer un enfant. Il m'a dit qu'il devait venir avec moi. Je l'ai donc pris dans mes bras et je suis parti chez les voisins. La porte était ouverte. Je suis donc rentré sans frapper et j'ai suivi les gouttes de sang sur le sol, qui ont mené à la chambre du petit. Et là, j'ai vu l'épouvantable massacre. Il y avait ce petit corps plein de sang. Cette hache. Du sang partout. J'ai lâché Pinocchio par terre et je lui ai hurlé dessus. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Et c'est à ce moment-là que les parents d'Elliot sont entrés dans la chambre. Sa mère a hurlé et s'est précipitée sur le cadavre du petit. Son père m'a attrapé et m'a mis des dizaines de coups de poing. Et je me souviens juste d'être réveillé à l'hôpital. La poupée est sous scellée maintenant, vous savez? Elle n'a jamais bougé.
Je sais. J'ai été accusé du meurtre, personne ne m'a cru. J'ai tout perdu. Mon fils, ma vie. Moi je vous crois, monsieur Geppetto. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez qui est sur cette photo? Oui, c'est... Pinocchio. Ce petit garçon? Oui, j'ai trouvé ce petit qui était seul dans votre ancien chez vous, lorsque je voulais faire des recherches sur le paranormal. Il était allongé, sur le divan. Il m'a dit qu'il avait fait quelque chose de mal, et que vous ne l'aimiez plus. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il était devenu un vrai petit garçon. Il faisait semblant d'être un pantin quand il m'a vu. Ce n'est pas possible. C'est vous qui me dites ça? Soyez sans crainte, votre fils va bien. On l'a confié à une famille d'accueil. Bien entendu, toute l'histoire sur son passé a été mise sous silence. Personne n'a cru à son histoire. Je voulais que vous sachiez que je vous crois, et que Pinocchio va bien. Maintenant il s'appelle Mathieu. Il ne vous a pas oublié, et il vous aime beaucoup. Bon, je dois y aller. Je voulais savoir toute l'histoire par simple curiosité. Merci de m'avoir accordé tout ce temps, monsieur Geppetto. J'étais un grand fan des Razmoquettes quand j'étais petit. Et je ne vois pas pourquoi un scénariste pour une émission de jeunesse voudrait penser cela, tandis qu'il le scénarise comme une émission pour enfants. Personnellement, je pense que quelqu'un serait ennuyé un jour, où viendra une théorie développée dans le cadre de leur fonction psychologique. Je sais que cette théorie des Razmoquettes est partout sur internet, mais je ne l'ai entendue pour la première fois que récemment. Et je voulais partager cela avec vous, parce que cela m'a beaucoup choqué. Cette théorie affirme que les Razmoquettes ne sont pas qu'un innocent dessin animé pour enfants. En fait, certaines personnes disent que ce dessin animé a toute une signification psychologique derrière elle, centrée sur Angelica, ayant eu un épisode psychotique à l'âge de 3 ans. C'est de loin l'hypothèse la plus déprimante derrière les personnages d'une émission pour enfants. Voici ce que dit cette théorie. Tous les Razmoquettes sont le fruit de l'imagination fertile d'Angelica, ce qui n'est pas si horrible en soi, mais ensuite, nous apprenons ce pourquoi Angelica les a imaginés. Charles-Édouard est mort en couche, entraînant sa mère avec lui, et c'est pourquoi son père est toujours aussi inquiet pour lui dans le dessin animé. Tommy est mort-né lui aussi, ce qui fait que son père fait une sorte de pause et s'assoit dans le sous-sol pour fabriquer des jouets pour le fils qu'il était censé avoir. L'île de Ville avorta, et Angelica ne sut jamais si le bébé devait être un garçon ou une fille. Alors, elle décida de créer des jumeaux. Puis, elle a donné des noms concordants aux personnages, parce qu'il y aurait probablement eu un seul enfant, s'il n'y avait pas eu d'avortement. La raison derrière ces illusions est la relation inexistante d'Angelica avec sa mère et son père, qui la manipule. Ainsi, Angelica, qui n'avait personne vers qui se tourner quand elle avait besoin d'aide, fit revivre les bébés pour les faire vivre leur vie manquée. La théorie s'étend même sur le spin-off des Razmoquettes, les Razbitumes, un dessin animé qui découle des années 90. Dans les Razbitumes, Angelica est une schizophrène bipolaire accro à la drogue et à l'héroïne, car il l'aide à maintenir son délire. À ce stade, nous apprenons que la mère biologique d'Angelica est morte d'une overdose d'héroïne quand elle était petite. Le nom de sa vraie mère était Cynthia, d'où le nom de sa poupée. Quand les Razbitumes fut annulé, Angelica décéda d'une overdose, tout comme sa mère. Jules est le seul bébé qui n'est pas fictif. Cependant, Angelica ne l'a jamais accepté comme vrai, et le frappa si fortement qu'il essaya de lui renvoyer l'appareil, lui causant des dommages cérébraux. C'est pourquoi il y a eu un enfant étrange dans les Razbitumes. Suzy était réellement l'amie d'Angelica. La théorie dit qu'elle grandit pour devenir psychologue et rejoindre l'équipe de Nickelodeon pour inventer les Razmoquettes à la télévision, et finalement expliquer les origines de la théorie.
Je suis un grand fan de Garfield. Vous savez, le personnage de bande dessinée. Un gros chat orange à rayures noires qui aime les lasagnes. Vous le connaissez probablement, étant donné l'énorme nombre de fans que ce chat a. Mais il y a quelque chose que beaucoup de fans de Garfield ne savent pas. C'est que Garfield avait des émissions de télévision, comme Garfield et ses amis. La majorité d'entre elles étaient des émissions dessinées à la main, qui suivaient la plupart des traits des bandes dessinées. Mais il y a un spectacle dont je veux parler, appelé The Garfield's Show. C'était un spectacle animé par ordinateur, qui ressemblait à Garfield et ses amis, mais avec une bien meilleure qualité, et quelques personnages de plus. J'ai adoré regarder cette émission. Mais l'émission s'est arrêtée à la saison 4, pour les raisons que je vous dirai un peu plus tard. Un jour, j'étais dans une braderie. Je cherchais des choses à acheter, quand mes yeux se sont posés sur un DVD Garfield. Les 4 premières saisons de Garfield's Show. J'ai de suite demandé le prix. Je n'avais pas vu cette émission depuis très longtemps. Le vendeur m'a répondu que je pouvais le prendre gratuitement. C'est ce que j'ai fait. Une série gratuite, ça ne se refuse pas. Une fois chez moi, j'ai inséré le DVD dans le lecteur du Sam. Ça a commencé à l'intro où je pouvais choisir n'importe quel épisode des saisons 1 à 4. Mais tout en bas de la liste se trouvait un épisode intitulé Garfield's Horrible Joy. Je n'avais aucune idée de ce qu'était cet épisode, mais par curiosité, j'ai cliqué dessus. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. L'épisode a commencé avec Garfield assis sur la chaise et mangeant à ce qui ressemblait à l'oreille d'un chien. J'étais un peu confus, mais je pensais que c'était juste un peu de lasagne. Puis Nermal est venu et a dit « Salut » et s'est vanté d'être le chat le plus mignon du monde, comme à son habitude. C'est à ce moment que les choses ont commencé à faire flipper. Garfield a fermé les yeux, pendant à peu près 2 secondes, puis les a réouverts, révélant 2 yeux injectés de sang. Puis Garfield a attrapé Nermal par le cou et l'a jeté contre un mur. Puis il a sorti un couteau de boucher qui avait déjà du sang dessus, indiquant qu'il avait déjà probablement tué quelqu'un. Puis il s'est approché lentement de Nermal. J'étais terrifié par ce que j'ai vu, mais je voulais voir la suite. Garfield a poignardé Nermal dans l'estomac, faisant éclabousser du sang partout. Puis est venu quelque chose qui m'a effrayé à vie, et qui m'a ensuite empêché de manger de la viande. Garfield a déchiré la poitrine de Nermal, et a mangé ses intestins, tout en hurlant à mort. J'ai vomi à cette scène, mais je voulais voir la fin. Après cela, Garfield est monté à l'étage, et a vu John travailler sur son ordinateur. John s'est retourné pour lui faire coucou, mais Garfield lui a sauté dessus en lui poignardant le visage. Il y avait du sang partout. John courait dans la pièce en hurlant et en essayant d'arrêter le saignement. Mais il est tombé d'un coup, mort. Ensuite, il y a eu un gros plan sur la porte d'entrée. Pendant à peu près 10 secondes, il ne s'est rien passé. Puis soudainement, le visage de Garfield, démoniaque, a surgi à l'écran. Il y avait des dents tranchantes et d'énormes yeux injectés de sang. Puis un texte s'est mis à clignoter, et une voix démoniaque a dit « Je viendrai te tuer ». J'ai immédiatement pris le disque et je l'ai brisé en morceaux. Je ne reverrai plus jamais Garfield ni aucun chat. Parce que chaque fois que je vois un chat, je vois toujours ses yeux rouges injectés de sang. Regarder ce DVD a laissé échapper un démon. Et ce démon est après moi. La dernière chose que je vais voir, ce sont ses yeux, rouges, injectés de sang. Vous connaissez le jeu Dr Maboul ? Je pense que oui. Ce jeu de société est très connu. Les règles sont assez simples. Il faut juste retirer des objets du plateau, en représentant un corps lors d'une opération, avec une pince, sans toucher le bord métallique sous peine d'entendre un son aigu, qui signifie que l'on doit laisser l'objet. J'avais beaucoup aimé ce jeu quand j'étais enfant, et j'y jouais souvent avec ma petite sœur. Elle détestait perdre, ça m'amusait de la voir s'énerver et balancer le plateau quand elle entendait le bip. Mais quand on est arrivé à l'adolescence, on n'y jouait plus. D'ailleurs, on n'utilisait plus les jeux de société. On préférait passer notre temps à faire autre chose. Puis les années ont passé, et on avait vraiment complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce jour, il y a environ 2 ans. J'avais été chez ma sœur un matin. On s'était donné rendez-vous pour faire un tour au parc d'attractions avec nos enfants. On est tous les 2 divorcés, et avons, moi, un garçon et une fille, 7 et 8 ans, et elle avait un fils de 6 ans. Ouais, avait. Ce matin-là, quand je suis allé chez elle, j'ai vu cette
J'ai vu cette scène horrible. Elle restera dans ma tête pour le restant de ma vie. Il y avait ma sœur dans le salon, à terre, allongée dans une mare de sang, et sur son corps, il y avait plusieurs blessures profondes. Je me souviens avoir crié son nom et me précipiter vers elle. Mais je me suis souvenu de son fils. Je me suis dépêché d'aller dans sa chambre. Et là encore, une vision épouvantable. L'enfant était pendu avec son drap. J'ai hurlé, je l'ai détaché, mais il était trop tard. La police n'a jamais attrapé le suspect. Ils m'ont soupçonné un moment, puis m'ont lâché. J'ai dû expliquer à mes enfants qu'ils ne reverraient plus jamais leur tante et leurs cousins. Ils ne comprenaient pas trop, mais au moins, ils étaient au courant. Ils se sont assez fort rapprochés, et ils jouaient beaucoup ensemble. J'ai donc décidé de leur donner des jeux de société, dont ceux que j'avais récupérés de chez ma sœur après sa mort. Dans la pile de jeux, j'ai remarqué une boîte étrange. Elle ne portait aucun dessin, ni inscription, à part un numéro de téléphone griffonné à la hâte sur le couvercle. Curieux, j'ai ouvert la boîte, et j'ai découvert un jeu Dr Maboul. J'ai eu un gros pincement au cœur quand je l'ai vu. Plein de souvenirs me revenaient. J'ai sorti le jeu de cette boîte, puis je l'ai posé sur mes genoux, tout en étant perdu dans mes pensées. Jusqu'à ce que ma fille me demande ce que c'était. Je lui ai donné en lui expliquant que c'était un jeu de société auquel sa tante et moi jouions beaucoup quand on était petits. Ma fille Lucie était ravie de connaître un nouveau jeu. Elle a de suite appelé son grand frère, Jérôme, pour qu'il joue avec elle. J'étais content de voir que mes enfants faisaient ce que je faisais moi-même avec ma sœur à notre époque. Je me suis assis avec eux et je leur ai expliqué les règles du jeu. C'était amusant de voir les visages concentrés de mes enfants, essayant de retirer les objets sans toucher les bords métalliques. J'ai joué quelques parties avec eux, puis je les ai laissés. Lucie adorait ce jeu. Pendant des jours, elle l'emmenait partout. Elle voulait toujours l'avoir avec elle, même la nuit. Je ne comprenais pas son intérêt pour ce jeu, à ce point je veux dire. Dormir avec un jeu de société, c'était quand même curieux. Je me souviens quand je lui ai demandé. Elle m'a répondu que Tim lui parlait avec ce jeu, qu'elle jouait avec lui. Mon cœur a fait un énorme bond. Tim, c'était leur cousin qui s'était pendu. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait qu'elle laisse ce jeu au moins la nuit. Elle a eu du mal à s'en séparer. La nuit, je l'entendais se lever pour aller le prendre et l'amener avec elle dans son lit. Alors une nuit, je me suis levé discrètement et j'ai été voir dans sa chambre. Il était 3 heures du matin. Et ma fille était assise face à son miroir de penderie, le jeu Dr Maboul entre elle et son reflet. Je ne me suis pas fait voir et je l'écoutais parler. Elle disait que j'étais méchant avec elle, que je l'empêchais de discuter avec le jeu, que son frère ne voulait plus jouer avec elle, qu'elle voulait partir de la maison. J'étais très triste d'entendre ces mots. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle se sentait rejetée avec son frère et moi. Mais mes pensées ont vite disparu pour laisser place à la peur. Le reflet de ma fille s'est levé et m'a pointé du doigt, alors que ma fille était toujours assise. J'ai tout de suite allumé la lumière de sa chambre, et je me suis dépêché de prendre Lucie dans mes bras pour partir en courant dans la chambre de Jérôme. Lucie hurlait et m'ordonnait de la laisser, qu'elle devait récupérer son jeu. Jérôme ne comprenait pas ce qu'il se passait. Je lui ai dit de s'habiller, qu'on devait aller chez leur grand-mère pour quelques jours. J'ai expliqué à ma mère ce que j'avais vu. Elle m'a pris dans ses bras et m'a demandé si j'avais pris quelque chose. Je lui ai répondu que je n'avais rien pris, que je ne buvais pas et que je ne me droguais pas, et que ce que j'avais vu dans la chambre de Lucie était bien réel. Je ne lui ai pas parlé de l'attitude bizarre de Lucie, ni du fait qu'elle voulait toujours être avec ce jeu. Je ne voulais pas qu'elle la juge mal. Elle m'a répondu que je devais être fatigué et m'a dit qu'on devrait en reparler au matin. Ce que j'ai accepté. Je voulais chasser cette vision du miroir de mon esprit. Le lendemain, j'ai repris mes esprits. Je me disais que j'avais peut-être imaginé cette scène. J'ai dit à ma mère que je lui laissais les enfants pour quelques jours, que j'avais besoin de repos. Je suis donc retourné seul chez moi, et j'ai été dans la chambre de Lucie. J'avais une étrange sensation quand je regardais le miroir. Je me suis approché de ce miroir, et j'ai posé ma main dessus. Il n'y avait que mon reflet qui faisait exactement ce que je faisais. Je me suis alors dit que j'étais ridicule d'avoir eu peur comme ça, que ce que j'avais vu devait être mon imagination. Alors que j'allais faire demi-tour, mon pied a heurté quelque chose. C'était le jeu Dr Maboul. Je l'ai ramassé, et j'ai cherché la boîte pour le ranger. Mais elle n'était pas là. Et j'ai eu l'idée de regarder sous le lit, et la boîte s'y trouvait. Je l'ai donc ramassée. Quand je l'ai ouverte, j'ai eu un haut le cœur.
il y avait une odeur épouvantable. À l'intérieur de la boîte, il y avait des cadavres de souris. J'ai lâché la boîte, écœuré, puis j'ai couru dans la salle de bain pour vomir dans les toilettes. Comment ma fille pouvait collectionner des cadavres? Alors que j'essayais de reprendre mes esprits, j'ai entendu le bruit que le jeu fait lorsqu'on touche les barres métalliques. Mon cœur s'emballait, mais j'essayais de trouver un raisonnement logique. Sauf qu'il y avait encore eu un bruit, un peu plus long cette fois. J'ai alors couru dans la chambre pour voir qui était là. Mais il n'y avait personne. Le jeu était posé sur le lit, et la boîte contenant les souris était toujours à terre. Je me suis pincé les yeux, et je devenais fou. Après quelques secondes, j'ai été ramasser la macabre découverte. Les souris étaient dans un sale état. Il leur manquait des organes. Je n'ai pas regardé plus longtemps. J'ai pris la boîte et je l'ai mise dans le garage. Je voulais avoir une discussion avec Lucie. Je me demandais si je ne devrais pas la conduire chez un psychologue pour enfants. Après réflexion, j'ai décidé de jeter le jeu Docteur Maboule, car c'est depuis qu'elle l'avait découvert que Lucie réagissait bizarrement. Je l'ai donc jeté à la poubelle. Le lendemain, j'ai appelé ma mère dans l'après-midi, pour savoir si les enfants allaient bien. Elle m'a répondu que oui, et qu'ils avaient fait une braderie, et que Lucie s'était trouvé un jeu de société, le Docteur Maboule. Quand j'ai entendu ça, je suis devenu pâle. J'ai dit à ma mère de lui interdire de jouer avec ce jeu, que j'arriverais dans la soirée pour reprendre les enfants. Bien sûr, elle ne comprenait pas pourquoi j'interdisais Lucie de jouer avec ce jeu. Il n'était pas dangereux. Une fois raccroché, j'ai eu un énorme doute. Je me suis dépêché d'aller voir dans la poubelle. Et le jeu ne s'y trouvait plus. J'étais abasourdi. Comment le jeu avait-il pu disparaître ainsi? J'ai été dans le garage voir si la boîte était encore là, et elle aussi elle avait disparu. Seules les souris mortes étaient sur le sol en béton. J'ai rappelé ma mère lui demandant comment était la boîte du jeu de Lucie, et ce qu'elle a dit a confirmé mes craintes. C'était une boîte blanche, qui n'avait aucune image, seul un numéro écrit au stylo sur la boîte. C'était complètement surréaliste. Ma mère vivait à 1 heure en voiture de chez moi. Je me suis précipité dans la voiture, et j'ai été chez elle. Une fois là-bas, ma mère m'a dit que j'étais parano, qu'il fallait que je me calme, car je commençais à lui faire peur. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai été directement voir Lucie pour lui prendre ce jeu, qu'elle serrait contre elle. Ma mère, voyant ça, m'a crié dessus. Elle m'a dit de lui laisser, que ce n'était qu'un jeu. C'est à ce moment que je lui ai dit que Lucie disait jouer avec Tim, et que j'avais retrouvé des cadavres de souris mutilés dans cette boîte. Lucie m'a hurlé dessus pour la première fois, que ce n'était pas elle qui avait tué les souris, mais Tim. Jérôme, lui, était étrangement silencieux. Il était dans le canapé avec sa Switch. Alors que j'avais pris le jeu des mains de Lucie, celle-ci s'est mise à courir dans la chambre où elle dormait quand elle venait chez sa grand-mère. Moi, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ma mère est donc venue me consoler, et elle m'a pris le jeu des mains. Elle m'a dit qu'elle allait le jeter, et que je devrais prendre rendez-vous chez le psychologue pour Lucie. Elle n'arrivait, selon elle, pas à faire le deuil de son cousin. Puis elle m'a dit que Pauline, ma sœur, un peu avant sa mort, se plaignait d'un jeu que Tim ne voulait pas lâcher, et que cela devait être ce jeu. Je lui ai demandé à qui elle avait acheté ce jeu, au matin à la braderie. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas vu le vendeur, que c'était Lucie qui l'avait acheté avec son argent de poche, alors que eux étaient un peu plus loin. Je me suis rappelé que sur la boîte il y avait un numéro. J'ai donc regardé la boîte, puis j'ai appelé le numéro qui était noté. Je suis tombé sur une vieille femme, avant même que je ne dise un mot. Elle m'a dit qu'elle savait pourquoi j'appelais. Et elle m'a dit qu'il était trop tard, que si j'appelais ce numéro, ce que le démon avait déjà commencé, sinon je ne m'inquiéterais pas. Je lui ai demandé comment faire pour protéger ma fille. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a souhaité bonne chance, puis a raccroché. Ma mère m'a dit de rester là pour quelques jours, et que tout ça allait se tasser. Cette même nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'avais entendu le buzz du jeu. Ça venait de la chambre de ma mère. J'ai donc doucement été voir, et j'ai vu ma fille devant le miroir de la penderie de ma mère jouer avec le jeu, alors que ma mère était allongée sur le lit. Mais dans le reflet, il y avait une sorte d'ombre près de ma mère. Pendant que ma fille jouait avec le jeu, quand il y avait un buzz, ma mère avait des sortes de convulsions. Puis à un moment, son corps s'est mis à se déchirer au niveau du ventre, au moment où Lucie avait retiré un petit objet du jeu. J'ai tout de suite été voir ma mère en hurlant à Lucie de s'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Elle m'a regardé en souriant, puis a plongé une nouvelle fois les pinces dans le jeu de société, ce qui a provoqué une nouvelle convulsion chez ma mère, qui était déjà morte à ce stade. Son corps était couvert de sang. Il y avait des blessures très profondes. J'ai vu l'ombre dans le reflet du miroir venir vers moi, et d'un coup, je n'ai plus réussi à bouger. J'étais complètement paralysé. C'est à ce moment que Jérôme est entré dans la chambre et a foncé sur Lucie pour la faire tomber. Ce qu'il a réussi à faire, et d'un coup,
j'ai pu reprendre mes mouvements. J'ai couru vers Lucie. Je l'ai pris par le bras ainsi que Jérôme, puis j'ai voulu courir vers la sortie. Sauf que la porte de la chambre s'est claquée violemment. On a tous crié de peur et de surprise. On se trouvait enfermés dans une chambre avec le cadavre de ma mère. Les lumières se sont mises à clignoter. C'était comme dans un film d'horreur. Soudain, le drap du lit où était le corps de ma mère s'est envolé et a entouré le cou de mon fils. J'ai essayé avec l'aide de Lucie de l'enlever, mais on n'y parvenait pas. Le visage de Jérôme devenait de plus en plus rouge. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Puis le drap s'est enroulé autour du pied de lit. Et puis le corps désormais inconscient de Jérôme a été projeté par la fenêtre, toujours tenu par le drap, comme s'il s'était pendu. Je n'ai rien pu faire. Cette chose était beaucoup trop forte. Je l'ai supplié de laisser ma fille partir. Mais le docteur Maboul s'est mis à sonner de plus en plus. Le bruit devenait assourdissant. Lucie s'accrochait à mon bras. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas que ça se termine comme ça, et qu'elle croyait que c'était Tim qui jouait avec. Puis alors que j'ai essayé d'ouvrir la porte de la chambre, Lucie s'est figée, puis est tombée et a été prise de convulsions. Je me suis approché d'elle, j'ai essayé de la secouer. Mais alors que le buzz du jeu sonnait très fort, j'ai vu le corps de ma fille se faire transpercer. De l'intérieur. Ses organes s'éjectaient partout dans la pièce. C'était horrible. Je ne voulais pas voir ça. Je suppliais cette chose de la laisser tranquille. Bien évidemment, elle était déjà morte. Puis le jeu s'est éteint, et le corps de ma fille a cessé ses convulsions. Et la lumière a arrêté de clignoter. Puis la porte s'est ouverte. Tout était d'un calme horrible. Je me trouvais avec le corps de ma mère, mon fils et ma fille. Il y avait du sang partout. J'ai hurlé, j'ai couru chez les voisins et ils ont appelé la police. Mais sur cette fois, j'ai bel et bien été accusé du meurtre, ainsi que ceux de ma sœur et de mon filleul. Je suis toujours derrière les barreaux. Je ne veux pas sortir de toute façon. Je n'ai plus aucune raison de vivre à l'extérieur de ces murs. Voilà l'histoire de ce jeu maudit. Je ne sais pas si tous les docteurs Maboul sont possédés, je ne pense pas, et j'ignore comment celui-ci a fini par être possédé par un démon. Mais faites attention. Par précaution, ne jouez jamais au docteur Maboul. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fox a tendance à décompter les épisodes des Simpsons d'une manière bizarre. Il refuse d'en compter un ou deux, rendant inconsistant le nombre total d'épisodes. C'est à cause d'un épisode perdu de la saison 1. Trouver des détails sur cet épisode est difficile. Personne d'Actuel ne travaillait sur le show à ce moment pour en parler. D'après ce qu'on sait, l'épisode perdu était entièrement écrit par Matt Groening. Durant la production de la saison 1, Matt devenait un peu étrange. Il était silencieux, semblait morbide et mélancolique. Mentionner cet épisode à ceux qui l'ont connu les met en colère, et vous interdisent formellement d'en parler à Matt. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à une expo Anime Comics, où David Silverman parlait. Quelqu'un du public a demandé des infos sur l'épisode, et Silverman a simplement quitté les lieux, mettant fin à la présentation 1 heure plus tôt. Le numéro de production de l'épisode était 7G06. Le titre était Did Bart. L'épisode actuel, labellé 7G06, Morning Lisa, a été fait plus tard en lui donnant le code de Did Bart pour cacher son existence. En plus de les fâcher, demander à quelqu'un qui bossait avec Matt à ce moment leur fait faire tout ce qui est à leur pouvoir pour vous empêcher d'en parler à lui. À une expo de fans, je l'ai suivi après un speech, et j'ai eu la chance de lui parler seul à seul alors qu'il allait partir. Il n'était pas énervé que je le suive, il s'attendait sans doute à un fan obsessif. Quand j'ai mentionné l'épisode, il est devenu tout pâle. Quand j'ai voulu lui demander des détails, il avait l'air au bord des larmes. Il prit un morceau de papier, marqua un truc dessus, et me le donne. Il me pria pour ne plus jamais le mentionner. Il avait écrit une adresse web. Je préfère ne pas vous la communiquer pour des raisons qui vont suivre. J'entrais l'adresse dans un navigateur, et j'arrivais sur une page complètement noire, sauf une ligne jaune. Un lien de téléchargement. Je clique, et un fichier se télécharge. Il faut télécharger, mon ordi est devenu fou. C'était le pire virus jamais vu. La restauration système n'a pas marché. L'ordi entier a dû être redémarré. Avant ça, j'ai exploré le disque avec un CD de démarrage. J'ai copié le fichier sur un CD. J'ai essayé de le lire sur mon ordi remis à neuf, et comme je l'imaginais, c'était un épisode des Simpsons. L'épisode commença comme tous les autres, avec le générique. Mais la qualité de l'animation était moche.
Si vous avez vu le dessin animé Some Enchanted Evening, c'était similaire, en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon dont les persos jouaient était un peu inhabituelle. Homer semblait plus irritable, Marge dépressive, Lisa anxieuse, et Bart semblait avoir une haine authentique pour ses parents. L'épisode parlait des Simpsons allant à un voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion commence à décoller. Bart faisait le dingue, comme d'habitude. Cependant, alors que l'avion était à une centaine de mètres du sol, Bart casse un hublot et se fait aspirer. Au début de la série, Matt avait l'idée que les Simpsons représentaient la vie, et que la mort rendait la chose plus réaliste. Cela a été inclus dans cet épisode. L'image du corps de Bart était difficilement reconnaissable. Ils ont pris totalement avantage que Bart ne bougeait pas, et ont fait un dessin pratiquement photoréaliste du corps de Bart, mort. C'est avec ce plan que l'acte 1 prend fin. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table en pleurs. Les pleurs venaient de plus en plus, devenant plus douloureux et semblaient plus réalistes. Mieux que ce qu'on peut imaginer. L'animation commençait à se décaler le long de la séquence, et on peut entendre des murmures en arrière-plan. Les persos devenaient moins distinctibles, ils s'allongeaient et floutaient. On aurait dit des ombres déformées avec des couleurs brillantes jetées dessus au hasard. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, par flash, de telle manière qu'on n'était pas sûr de ce que c'était. Les pleurs durèrent tout l'acte 2. L'acte 3 s'ouvre avec un titrage qui marquait 1 an plus tard. Homer, Marge et Lisa avaient un look anorexique, et toujours assis à leur table. Aucun signe de Maggie ou des animaux. Ils décidèrent d'aller voir la tombe de Bart. Springfield était complètement déserté, et alors qu'ils marchaient vers le cimetière, les maisons devenaient de plus en plus en ruine. Elles semblaient toutes abandonnées. En arrivant à la tombe, le corps de Bart gisait sur sa tombe, dans la même position que lors de sa chute à l'acte 1. La famille recommença à pleurer. À un moment, ils s'arrêtèrent, regardant le corps de Bart. La caméra zoome sur le visage d'Homer. D'après le résumé, Homer dit une blague ici, mais ce n'était pas visible dans la version que j'ai eue. On n'arrive pas à comprendre ce que Homer dit. La vue zoome en arrière, avant la fin de l'épisode. Les tombes de l'arrière-plan ont le nom de toutes les stars invitées des Simpsons. Certaines qui n'existaient pas en 89, d'autres qui ne sont pas encore venues au show. Elles ont toutes des dates de décès. Pour les invités qui sont morts plus tard, comme Michael Jackson et George Harrison, les dates correspondent parfaitement. Les crédits de fin étaient silencieux et semblaient écrits à la main. L'image finale fut celle des Simpsons sur leur canapé comme au début, mais tous dessinés de manière hyper réaliste, comme le corps de Bart sans vie. Une pensée m'est venue après avoir vu cet épisode la première fois. Je pensais pouvoir prédire la mort des futurs invités du show grâce aux tombes, mais il y a eu un truc bizarre pour celles qui ne sont pas encore mortes. Leur mort s'est annoncée à la même date. Je partage avec vous ce que vous pouvez considérer comme mon témoignage sur des choses troublantes que j'ai remarquées au cours des derniers mois. Je ne cherche à alarmer personne. Je partage simplement mon vécu. D'ailleurs, vos avis sur ce que je m'apprête à partager avec vous sont les bienvenus. Il y a 6 mois de ça, ma sœur a eu une petite angine. Elle s'est rendue à la pharmacie et a acheté plusieurs médicaments, notamment un sirop contre la toux, du Toplexil. C'est un sirop qu'elle prend souvent quand elle commence à tousser. Elle le trouve très efficace. Quelques jours plus tard, elle n'avait plus de symptômes. Tout allait pour le mieux donc. Sauf qu'une semaine après avoir terminé son traitement, ma sœur a fait une attaque cardiaque. Elle est jeune, elle a 26 ans. Elle n'a jamais eu de problème de santé. Elle n'est pas du genre à stresser. Alors, quand elle a fait son attaque, dans ma famille, nous sommes tous tombés des nues. Les médecins n'ont pas compris non plus. Ma sœur s'en est sortie, mais son cœur est aujourd'hui fragilisé par cet événement. 3 mois plus tard, ma sœur avait préféré oublier cette histoire. Mais moi, je n'y suis jamais arrivé. Ce n'était pas normal. Comment quelqu'un en aussi bonne santé pouvait avoir une attaque comme ça du jour au lendemain? Un jour, j'ai eu mal à la tête. En prenant de l'aspirine dans mon armoire à pharmacie, j'ai repensé tout à coup au sirop que ma sœur avait pris quelques jours avant son attaque. Et j'ai eu une idée un peu folle. Je suis chercheur dans un laboratoire, et un soir, alors que tout le monde était parti, j'ai testé le sirop. Je voulais tellement trouver une réponse à ce qui était arrivé à ma sœur que j'étais prêt à faire n'importe quoi. Je vais essayer de vous passer les détails trop scientifiques. J'ai effectué ce qu'on appelle une chromatographie, sur couche mince.
Cette expérience permet de séparer les différents composants d'un produit. Et j'ai trouvé quelque chose. Pour faire simple, la chromatographie nous donne sous forme de graphiques des taches colorées qui correspondent chacun à un élément. Chaque tache migre à une certaine hauteur. C'est ce qu'on appelle le rapport frontal ou la rétention frontale. Pour identifier la substance qui correspond à la tache, il suffit de comparer avec un témoin. La tache pour un composant se trouve toujours à la même hauteur sur les graphiques faits dans les mêmes conditions d'expérience, en l'occurrence ici lors d'une chromatographie sur couche mince. J'ai donc comparé les différents rapports frontaux obtenus. Et il y a une substance que je n'ai pas réussi à identifier. Et j'ai passé des heures à confronter ce rapport frontal avec d'autres témoins, mais je n'ai rien trouvé. Impossible pour moi de trouver à quoi cela correspondait. Pendant plusieurs semaines, j'ai cherché à quoi cette substance pouvait correspondre, mais mes recherches sont restées vaines. J'ai essayé de joindre les laboratoires qui fabriquent le sirop Toplexil, mais personne n'a su me répondre à mes questions. On m'a simplement répondu que la fabrication des médicaments était quelque chose de complexe. J'ai aussi essayé d'en parler autour de moi, mais les personnes à qui j'en parlais étaient sceptiques. Ils me demandaient si je n'avais pas fait d'erreur. Et puis, je me suis décidé à acheter 3 autres flacons de sirop Toplexil. J'ai refait une chromatographie, et la mystérieuse substance ne s'y trouvait pas. Peut-être qu'effectivement je m'étais trompé la première fois. Peut-être que quelque chose s'était mal déroulé pendant l'expérience. J'avais toutefois du mal à me convaincre. Une chromatographie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser. Bref, j'ai préféré laisser tomber. Je ne travaille pas dans le milieu pharmaceutique après tout. Quelque chose m'avait peut-être échappé. Mais il y a 2 semaines environ, aussi étrange que ça puisse paraître, un reportage sur la prolifération des écrevisses dans un marais m'a fait repenser à tout ça. Si vous ne vivez pas dans une grotte et que vous prêtez attention à ce qui vous entoure, vous aurez sûrement déjà entendu parler de certaines espèces qui prolifèrent, qui se reproduisent à un tel rythme qu'elles deviennent un danger pour les environnements. Dans ce genre de situation, nous, les êtres humains, intervenons pour réguler tout ça. Vous avez déjà peut-être entendu parler des lois qui imposent un certain comportement pour ne pas favoriser le développement trop important d'une espèce. Et là, je me suis demandé, tout à fait ironiquement, et nous, pour nous les humains, qui régule notre prolifération ? Ce qui était totalement ironique au départ est devenu une vraie question au bout de quelques jours. Je n'arrêtais pas d'y penser. C'est là que j'ai repensé à cette étrange substance présente dans le sirop. Je me suis alors mis à tester d'autres produits, et je n'ai rien trouvé au début. Puis, repensant au sirop et à la bouteille de ma sœur, qui semblait unique, j'ai commencé une expérience un peu particulière. Et je me suis mis à acheter des produits au hasard, mais toujours par vingtaine. Ce n'était pas très économique à l'époque, mais j'avais besoin de savoir. Et bien souvent, sur un lot de 20 exemplaires d'un même produit, j'en trouvais 1 ou 2 qui avaient cette fameuse substance mystérieuse. Je la reconnaissais grâce à son rapport frontal. J'ai trouvé cette substance dans un certain nombre de produits de grande consommation, du genre Danette, Coca-Cola, bonbons Haribo, légumes en conserve. J'en ai trouvé aussi dans d'autres médicaments pour des choses bénignes, comme les efferalgans ou les Doliprane. Aujourd'hui, je me pose donc la question. Pourquoi cette substance que je n'arrive pas à identifier se retrouve dans autant de produits différents, mais pas de manière systématique? Environ 1 exemplaire sur 20 semble être touché. Mon raisonnement va peut-être vous paraître un peu fou, mais si cette substance était là pour altérer notre santé? Vous savez comme moi que les hommes vivent de plus en plus longtemps, mais paradoxalement, le nombre de maladies qui s'avèrent mortelles augmente. Et si quelqu'un, ou un groupe de personnes, avait mis au point cette substance pour nous réguler, pour contrebalancer notre trop grande expérience de vie? Mes recherches aujourd'hui sont au point mort, mais je peux vous dire que depuis, je fais attention à ce que je mange et à ce que je bois. J'évite les produits de trop grande consommation, et si vous tenez à votre santé, vous devriez peut-être en faire de même. Tout le monde ici aime Courage, mais qui est-il exactement? Il est un chien peureux qui fait tout ce qu'il peut pour protéger sa maison, nulle part. Où est nulle part? Est-ce que c'est un lieu où il n'y a rien? Pas de personne? Pas d'espoir? L'enfer? Courage protège sa maison et fait en sorte que personne ne blesse Muriel. Son maître est assis sur sa chaise et déteste toutes les choses et tout le monde. Il ne connaît que la haine, le mépris et la cupidité. Dès que quelque chose de mauvais vient attaquer ou envahir nulle part, Courage le repousse, protégeant Muriel et empêchant la maison d'Eustache d'être détruite. Muriel voit apparaître une nouvelle tête sur Courage à chaque fois que quelque chose de mauvais vient l'avertir, donnant au chien de multiples têtes.
courage restera pour toujours en enfer, nulle part, pour défendre sa maison, protégeant l'humanité, Muriel, des démons de l'enfer, le Quack. Naughty Fred, meurtre, Katz, haine, etc. Son maître Satan, Eustache, règne sur et déteste l'enfer, nulle part. Il est coincé au beau milieu de l'enfer et adore sa maison. Il est Cerbère, notre chien courageux Froussard. C'était il y a 1 an. Je traînais sur Digue sans rien trouver de très intéressant, jusqu'au moment où quelque chose attira mon regard. Peut-être parce que tout était écrit en majuscule. Animal Crossing copie de lancement, ne peut utiliser. Curieux de voir de quoi il retournait, je cliquais. Aucun commentaire, aucune approbation. La description disait « Pour savoir si comme moi vous avez une des copies de lancement d'Animal Crossing, regardez sur la boîte s'il y a un pixel rouge quelque part. Si oui, allez chez Tom Nook, ouvrez la cheatbox et ne tapez que des 6. Amusez-vous bien. » Il y avait aussi un lien censé mener sur un site. Je cliquais dessus mais le fameux site n'était qu'une page noire. Je me souviens quand Animal Crossing est sorti, j'étais petit. J'étais tellement impatient de la sortie de ce jeu que ma mère me l'acheta le jour de sa sortie. J'ai pris la boîte et la passé dans mon scanner. Après une dizaine de minutes, je trouvais finalement le fameux pixel rouge qui n'avait rien à faire ici. Il était juste à droite du logo, carte mémoire 59 blocs inclus. Je pris le disque, le mis dans ma GameCube et démarrai le jeu. Je chargeais ma partie habituelle et j'allais chez Tom Nook. Je suivais les consignes vues sur Dig et j'entrais uniquement des 6 dans la cheatbox. Le jeu frisa pendant 5 secondes, puis un cri perçant se joua. Le texte de Tom Nook était incohérent, comme si quelqu'un avait tapé sur son clavier au hasard. Les yeux de Tom Nook étaient entièrement noirs et tellement grands qu'ils dépassaient de son visage. Tout cela ne dura qu'1 ou 2 secondes, puis la GameCube redémarra. Sans passer par le menu habituel de la GameCube, j'arrivais directement sur l'écran titre du jeu, mais sans aucun logo d'aucune marque. Le logo Animal Crossing lui-même avait disparu et aucune musique ne se jouait. À la seconde où j'appuyais sur Start pour démarrer le jeu, je fus téléporté à la sortie de la boutique de Tom Nook. Il y avait de l'orage, mais il ne semblait pas normal. C'était comme s'il y avait un ouragan ou une tornade. La musique était à peine audible tant le son de la tempête était fort. Mais en me concentrant, je me rendis compte que je n'avais jamais entendu cette musique dans le jeu. On aurait dit une musique jouée à l'envers. Je passais derrière ma maison, et juste après avoir dépassé le panneau d'affichage, l'écran devient noir, et une cinématique se déclencha. Ce qui était définitivement étrange, car le jeu ne possédait aucune cinématique. Il y avait Tom Nook, les yeux toujours immenses et vides, s'adressant aux autres habitants de la ville, tous rassemblés devant lui. Dans sa boîte de dialogue, il était juste écrit « Il arrive, partez ». La musique était de plus en plus forte, et au moment où elle commença à saturer, la GameCube redémarra à nouveau. Encore une fois, je fus téléporté devant la boutique de Tom Nook, en évitant cette fois l'écran titre, sans titre. Je me mis à marcher, mais aucune animation ne se joua pour mon personnage. Il avançait sans bouger, en lévitation au-dessus du sol. Tout dans ma ville était parti, les maisons, les arbres, les rivières. La seule chose qui restait était la boutique Tom Nook. Je rentrai donc à l'intérieur. Elle était vide, il y avait juste Tom Nook qui pleurait dans un coin. Le son de ses pleurs, on aurait dit qu'il avait été enregistré avec un téléphone portable. Il n'y avait aucune autre musique, juste les pleurs de Nook et un son très étrange. Un peu ce son que l'on entend lorsqu'on presse le bouton handicap sur un captcha. Je m'approchai de Tom Nook et sa boîte de dialogue apparut. Pourquoi ? Fut la seule chose qu'il me dit avant que la boîte de dialogue ne disparaisse. Je ne pouvais plus bouger mon personnage. J'essayais plusieurs manettes, mais rien ne marchait. Puis mon personnage se mit à bouger seul. Il sortit du magasin et s'envola dans le ciel. Je ne pouvais toujours pas le bouger. Au bout d'une trentaine de secondes, une image apparut à l'écran. C'était étrange, et à vrai dire, je n'arrive toujours pas à définir ce que c'est. J'en pris une photo avec mon portable, puis il y a eu une coupure de courant. Je n'ai pas eu d'électricité pendant 1 semaine. Je demandai à mes voisins et ils me répondirent que non, chez eux, il n'y avait aucune coupure. Le courant est revenu il y a 1 heure. Je ne voulais pas, mais pourtant, une raison me poussa à rallumer ma GameCube encore une fois.
À peine j'ai allumé que l'image s'afficha directement, la même image qu'une semaine auparavant. Il n'y avait même pas le logo de la GameCube avec la petite animation. Non, directement cette image. J'ai beau mettre le CD dans ma Wii ou sur la GameCube de mes voisins, cette image s'affichait encore et toujours. L'entrée sur Dig avait disparu. Je remontais alors dans mon historique. Le site que j'avais visité l'autre jour n'était plus qu'une page noire.